Merci beaucoup d'être venu déjà, malgré le grève et le Covid. Donc pour cette troisième soirée, nous avons ici Dominique Berthet, qui est professeur des universités des Antilles. Et donc, il a connu Aline Dallier quand il a commencé son carrière de professeur à Paris 8. Il est aussi écrivain, critique d'art, commissaire d'exposition et puis le fondateur d'une revue qui s'appelle Recherche en esthétique, une revue à laquelle Aline Dallier et Franck Faubert ont collaboré vraiment jusqu'à la fin de leur vie. Et nous avons aussi Françoise Pie, qui est également professeure à Paris 8, historienne d'art, enfin, maître de conférence à Paris 8, et qui était une grande amie d'Aline Dallier. Comme Dominique, voilà. Donc, j'ai pensé qu'on pourrait commencer. Enfin, je voulais demander à Françoise de parler de son amitié déjà avec Aline et peut-être aussi de son écriture, son approche de l'écriture sur l'art et sa relation avec les artistes. Voilà. Alors, déjà, je remercie beaucoup Arnaud Lefebvre de m'avoir invité. Je remercie aussi Arnaud et Diana pour cette merveilleuse exposition, pour le catalogue remarquable. Vraiment, on va en parler, c'est vraiment... Ça sera vraiment un outil de travail pour les chercheurs. Moi, j'ai été frappée par sa perfection formelle, sa rigueur, la richesse théorique des textes. Et Aline, qui était très perfectionniste, aurait beaucoup apprécié. Je crois qu'elle n'aurait eu aucune critique à faire, ni sur l'expo, ni sur le catalogue. Et donc, il faut vraiment saluer cette première manifestation qui rend hommage à une critique d'art engagée, une pionnière, qui a voué sa vie de chercheuse à la défense des femmes artistes. À une femme qui, dès 1975, a œuvré à leur donner une plus grande visibilité. C'était une entreprise courageuse, militante, à une époque où défendre l'art des femmes, dans une perspective féministe, c'était se fermer beaucoup de portes. Cela faisait ricaner, il y avait beaucoup de condescendance. Par exemple, je me souviens même de certains collègues qui parlaient avec un petit peu de supériorité du fait d'écrire sur les femmes. Donc c'était une femme engagée et passionnée. Et l'exposition et le catalogue restituent cet engagement et cette passion de découvreuse. On peut dire que Aline avait fait sienne cette devise de Baudelaire, aller au fond de l'inconnu pour trouver du nouveau. L'art des femmes qu'elle a défendu était toujours un travail novateur, dont elle était souvent la première à parler. Alors, au départ, vous m'aviez dit de parler un petit peu de son parcours. Alors, je vais juste en dire quelques mots, parce qu'en fait, ce parcours, quand j'ai voulu en parler, j'ai regardé un petit peu le parcours qu'on avait fait Diana, et en fait, il est parfait, hein, il est totalement, il est complet. Hein, donc, de la page 132 à la page 135, vous avez vraiment un parcours qui est résumé merveilleusement. Et je vais donc en retracer juste quelques mots. Donc, Aline a eu une enfance et une adolescence assez malheureuse, marquée par un père violent, le divorce de ses parents alors qu'elle était encore enfant, et elle a vécu seule avec sa mère, très isolée, sans presque de famille et presque pas d'amis. Elle n'a pas eu la possibilité de faire des études supérieures, donc juste après son bac, elle a travaillé en tant qu'institutrice, puis en tant que secrétaire bilingue au Leader Digest. Alors le fait d'être parfaitement bilingue va bien sûr lui servir après dans son travail de critique d'art pour une approche vraiment internationale. Donc elle va se payer des cours de chant, hein, ce qui lui tenait vraiment à cœur, puisqu'elle se destinait à être chanteuse. Elle avait une belle voix de soprano. Elle a fait quelques concerts en tant que soliste. Et puis, il y a cette rencontre déterminante avec Pierre Estany en 1954. Elle a 27 ans. Et elle est immergée dans l'art contemporain. Donc tout ce qui faisait vraiment l'art novateur de cette première moitié des années 1950, c'est-à-dire l'art abstrait, puis, les années 60, les nouveaux réalistes. Et en fait, là, ça ne va pas plus qu'une vie de couple, ça va être une vie avec les artistes, une vie communautaire. Et pour elle, ça serait une renaissance. Et vraiment, elle va découvrir beaucoup de joie dans cette nouvelle vie. Il y a le divorce avec Pierre Estany en 1960, mais ils
vont rester très amis. Il y aura donc ces 6 ans de vie commune dont elle parlait toujours avec beaucoup d'enthousiasme et sans aucun ressentiment d'ailleurs par rapport à ce divorce. C'était plus en fait une incompatibilité de mode de vie, d'ailleurs elle en parle dans ses entretiens, puisque bon, Pierre Restani vivait beaucoup la nuit, et puis bon, bah, elle avait des horaires de bureau, hein, donc c'était un peu difficile. Mais après elle rencontre Franck Popper, et elle sera sa collaboratrice. Franck Popper, dont le français était la 4e langue. Donc elle va traduire certains de ses textes, elle va les rewriter, elle qui avait justement cette expérience, les corriger, parce que pour Franck Popper c'était sa 4e langue, et surtout au début quand il arrive en France, son français n'était pas encore vraiment impeccable. Et surtout ils vont faire des articles ensemble, et ils vont surtout avoir des discussions quotidiennes sur l'art, beaucoup d'échanges. Et là elle va rencontrer tous les artistes de l'art cinétique, puis plus tard de l'art des nouveaux médias. Et donc on peut dire que vraiment ces rencontres, ces amitiés avec les artistes vont l'immerger dans tout ce qu'il y a de plus novateur dans l'art du XXe siècle. Elle va traverser de l'intérieur l'art de son temps. Et donc après, bien sûr, quand Franck va créer le premier département d'art plastique en 69 en France, hein, il y aura après en 70-71 le 2e département d'art plastique à Paris 1. Mais là, dans cette université expérimentale de Vincennes, à Paris 8, elle va débuter des études d'art plastique. Elle obtiendra en 73 sa licence d'art plastique et en 75 sa licence de sociologie. Et l'année 1975, c'est l'année internationale de la femme. Elle est contactée par Christiane de Casteras pour organiser et présenter les œuvres textiles. Et donc c'est à partir de 1975 qu'elle se décide à se consacrer à la défense des femmes artistes. Elle s'aperçoit qu'il y a un manque, justement comme elle connaissait tellement bien le milieu de l'art, et le milieu de la critique d'art, elle voit qu'il y a un manque et que presque personne en France ne s'occupait sur le plan théorique de défendre l'art des femmes en train de se faire. Et elle va chercher à combler ce manque. Et si on peut dire en quelques mots les points forts de la critique d'art qu'elle va exercer, donc c'est cette connaissance vraiment de l'intérieur du milieu de l'art et des mouvements artistiques qui va lui permettre de resituer les femmes par rapport à ces mouvements et de dégager leur spécificité. Elle va justement mettre en perspective le travail des femmes en tant qu'historienne de l'art et aussi ce qu'elle va dégager, c'est que en fait les femmes, finalement, elle n'emploiera pas forcément ce mot de postmodernité, mais que finalement les femmes, l'art des femmes, se situe déjà dans la postmodernité. Et quand les artistes masculins sont davantage attachés à respecter une ligne pure, ces femmes expérimentent toutes sortes de techniques, réhabilitent des techniques ancestrales, artisanales, comme la couture, la broderie, et elles utilisent conjointement différents médiums, aussi bien la peinture, donc, aussi bien la broderie, qu'elles vont mélanger avec la vidéo, la peinture, la photo, la performance, la sculpture, les installations. Elles vont briser les barrières entre les arts, faire éclater tous les carcans, toutes les normes. Elles ont une liberté extrême. Donc Aline parlera d'éclectisme théorique, de nomadisme, et puis justement elle fera référence à Catherine Gonard qui est là, et Elisabeth Lebovici, qui parle de subjectivité nomade féminine. Elle dira même, elles vont prolonger le travail que j'ai fait, c'est ce qu'elle dira, elles vont prolonger ce travail et aller le pousser encore plus loin avec ce concept. Et donc ce que je disais, c'est cette notion de postmodernité qu'elle va mettre en place, sans forcément le nommer. Et puis, ce que je dirais, c'est que la force des textes d'Aline, c'est leur simplicité, leur clarté, leur rigueur, avec une économie de moyens. En fait, Aline, c'était quelqu'un qui avait tout lu. Elle avait tout lu, la littérature, la philosophie, l'esthétique, la sociologie, la psychanalyse, la musique. Vraiment, c'était quelqu'un qui avait une culture absolument universaliste. Et en même temps, dans ses textes, tout ça, c'est en arrière-plan, mais c'est jamais mis en avant. C'est le contraire de la critique d'art structuraliste. C'est vraiment une critique avec un vocabulaire très simple et qui prend en compte la matérialité des œuvres. Elle a un vrai regard sur les œuvres. Elle ne plaquera jamais des théories sur l'art. Au contraire, elle pense avec les œuvres. Et
elle regarde, elle décrit, elle analyse, elle ouvre le sens pour le lecteur et le spectateur, pour que le lecteur et le spectateur puissent se l'approprier, se le prolonger. On lira juste peut-être 2 tout petits extraits hein, sur la grand-mère et puis sur En coconnage, et juste pour montrer cette simplicité et en même temps cette puissance qu'elle peut avoir dans sa manière de parler de l'art. Et aussi justement, ce qui m'a frappé, peut-être un point qui m'a vraiment frappé, c'est qu'elle n'était jamais en rivalité avec les autres critiques d'art. Hein. C'est quelqu'un qui savait admirer, qui pratiquait l'admiration. Et donc parmi les critiques d'art femmes, elle louait Anne Tronche. Je me souviens de dialogues. Vraiment, elle n'avait pas de mots pour dire combien elle aimait le travail d'Anne Tronche. Marie-Jo Bonnet, Elisabeth Le Bovici, Catherine Gonard. Et puis parmi les hommes, Gilbert Lascaux, Dominique Berthet, c'est pareil. Dominique, vraiment, dont elle admirait profondément à la fois la revue, l'esthéticien qu'il était. Enfin, vraiment, c'était quelqu'un qui pratiquait l'admiration. Et c'est aussi une découvreuse des critiques d'art féministes, des théoriciennes, par exemple Judith Butler, qu'elle a lu avant même qu'elle soit traduite en France. Donc c'était une passeuse de sens, une passeuse d'œuvres. Pour elle, écrire sur l'art, c'était partager, et c'est pour ça qu'elle a aussi pratiqué l'enseignement, hein, comme un partage. Et la critique d'art, l'enseignement, c'était transmettre des connaissances, susciter l'enthousiasme, éveiller la passion. Et on pourrait dire hein, que cette exposition, que ce catalogue, va justement rendre compte de cet enthousiasme, de cette passion, et savent susciter chez nous hein, cet enthousiasme et cette passion. Et c'est vraiment, j'ai trouvé merveilleux, magnifique hein, le travail que vous avez pu faire. Excusez-moi hein, d'avoir pris le petit papier. Chacun fait comme il peut. En fait, Françoise, comment avez-vous rencontré Aline? Alors, en fait, je finissais ma thèse en 89 et j'étais déjà chargée de cours en documentation, parce que j'avais aussi fait de la documentation. Et puis, Aline m'a proposé d'avoir une charge de cours à Paris 8. Et donc, j'avais proposé un cours sur le 19e siècle, puisque c'était ma spécialité. J'ai fait une thèse sur Vincent Van Gogh. Et donc, j'avais préparé, je lui avais envoyé mon plan de cours détaillé, donc elle avait apprécié, elle aimait bien justement ce côté très très sérieux, et puis que j'avais à l'époque. Et donc, on a eu beaucoup d'échanges. Par exemple, elle me disait, ce serait bien de rajouter un cours sur le 18e siècle. Et effectivement, je me suis rendu compte qu'on comprenait bien mieux le néoréalisme, enfin tous les réalismes, tous ces, le néoclassicisme, je voulais dire, le réalisme, on comprenait bien mieux les mouvements si on faisait référence au XVIIIe siècle. Et puis donc on a eu des échanges comme ça, et puis petit à petit c'est devenu une amitié, et puis on s'est vus de plus en plus souvent, voilà, et on est vraiment, à la fin on était vraiment très très proches. Elle est aussi intéressant que, bon, elle-même, elle était tellement structurée, tellement sérieuse dans son bureau, elle mettait des photos des œuvres, etc. Mais elles viennent, bon, elle-même, quand elle a fréquenté Paris 8 et quand elle a fait ses études, dans sa manière d'expliquer des choses dans l'entretien qu'elle a fait avec Claudine Romeo, que Paris 8 Vincennes, au tout début des années 70, c'était plutôt un lieu assez anarchique. Tout à fait. Où, voilà, il n'y avait pas tellement de cours structurés ou d'examens. En fait, les étudiants voulaient plutôt balayer l'histoire. Voilà, on n'a plus besoin de ça. Et finalement, elle-même, elle est devenue, dans cet environnement-là, elle est devenue une étudiante très sérieuse. Elle a écrit la toute première thèse de doctorat sur le féminisme en France. Et puis elle est devenue un professeur à son tour très méthodique, oui, très absolument. exigeant au sein de Paris 8. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous avez non, mais c'est quelque vrai chose à que dire? j'ai cette expérience, donc
j'ai commencé par des études de philosophie, puis après j'ai fait des études d'art plastique à Paris 8. Et effectivement, alors moi j'avais fait mes études de philosophie à Grenoble, où c'était très structuré. Et puis j'arrive à Paris 8. Évidemment, moi j'ai adoré ça. Il n'y avait pas de cours, le prof était assis sur la table, on discutait, il n'y avait pas d'examen évidemment. Mais c'est vrai que bon, moi j'avais déjà été entre guillemets un petit peu formée, donc j'avais pas besoin de. Enfin, pas besoin. Mais en tout cas, Aline l'a regretté aussi à un moment donné. C'est aussi pour ça qu'elle est allée en sociologie, elle est allée suivre des cours en psychanalyse. Enfin, et c'est vrai que. Et elle a pratiqué des cours qui étaient vraiment à l'inverse, hein, comme vous le dites très bien, hein, qui étaient à l'inverse de ça et que les étudiants appréciaient beaucoup. Ils apprécient. Voilà, parce qu'on apprécie d'avoir quelques cours comme ça où on discute, mais c'est vrai qu'on a quand même besoin de. Voilà, Dominique, est-ce que vous voulez prendre le relais, parler de comment vous avez rencontré Aline et... Bien sûr. Alors, la façon dont j'ai rencontré Aline Dallier, c'est assez intéressant parce que ça va me permettre de donner un peu quelques éléments de ses traits de caractère. Alors, dans mon cursus, il va falloir que je parle un petit peu de moi pour expliquer comment je l'ai rencontré. Je m'en excuse, mais bon, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix. Mon cursus a été l'université Paris 1, où j'ai à la fois fait mes études et où également j'ai enseigné en tant que chargé de cours. Je faisais des cours de sociologie de l'art et des cours d'esthétique. Et un jour, je rencontre la troisième personne qui aurait dû être là ce soir, Daniel Danetis. J'ai beaucoup regretté de ne pas être avec voilà, qui s'excuse naturellement de ne pas pouvoir être présent. Et nous candidations tous les deux sur un même poste à l'université de Bordeaux, où nous n'avons été pris ni l'un ni l'autre. Mais ce qui a été pour moi un élément très important, c'est que au retour vers Paris, dans le train, je me souviens que la durée était assez longue à cette époque, on a beaucoup parlé et semble-t-il, il avait déjà entendu parler de moi et il m'a dit « Tiens, je cherche quelqu'un pour travailler à Paris 8 dans le cadre de la préparation au CAPES et agrégation d'art plastique. » Il a été très convaincant et donc j'ai accepté et j'ai commencé à travailler en parallèle également à l'université de Paris 8 dans le cadre de la préparation CAPES agrég. Et donc c'était ma première expérience avec Paris 8 Vincennes-Saint-Denis, hein, puisque moi je n'ai pas fait mes études à la différence de Françoise. Et je croisais fréquemment dans les couloirs une dame. J'ignorais qui elle était. Et cette dame, avec une très grande amabilité, me posait des questions sur ce que j'enseignais, d'où je venais, comment ça se passait, etc. Et voilà, j'avais toujours un grand plaisir de la croiser, parce que je savais que dès qu'on allait se croiser, elle allait prendre un peu sur son temps pour s'intéresser à ce que je faisais. Et cela a duré comme ça quelques temps, et j'ai fini par savoir comment elle s'appelait. Mais le fait de savoir comment elle s'appelait, ça ne m'enseignait pas particulièrement, je ne savais pas plus qui elle était. Donc elle s'appelait Aline Dallier. Et puis, ensuite, on a changé d'espace, c'est-à-dire que les arts plastiques se sont retrouvés dans un endroit un peu excentré, et j'ai cessé de la croiser. Quand j'étais étudiant à l'université de la Cité de Paris 1, l'un de mes enseignantes, s'appelait Claudine Roméo. Claudine Roméo, avec laquelle j'étais devenu ami, parce qu'entre-temps, j'avais été recruté à l'Université des Antilles, j'étais parti vivre là-bas. Mais je revenais fréquemment en France et je voyais fréquemment Claudine Roméo qui me disait « Mais il
faudrait absolument que tu rencontres mes deux amis, Aline Dallier et Franck Popper. Je vais organiser un jour, lors de ta venue, une soirée, un dîner, etc. Donc, c'était en 1996. Claudine Roméo réussit à organiser, lors d'un de mes passages, une rencontre avec Aline et Franck. Et là, évidemment, je reconnais Aline Dallier. Je ne l'avais pas vue depuis quelques années. Donc, bon, elle, par contre, savait que je serais là, etc. Et donc, on a passé une soirée merveilleuse. Claudine Roméo avait fait un repas comme elle avait le talent. Et je pourrais même vous dire ce qu'on a mangé. Et nous avons beaucoup parlé avec Aline et Franck. Et nous avons, entre autres choses, parlé de la revue Recherche en esthétique. Et je lance comme ça l'idée un peu audacieuse. Est-ce que vous seriez d'accord pour collaborer à cette revue? Bon, alors la réponse n'a pas été oui. J'ai quand même pris soin de leur envoyer avant quelques exemplaires de la revue pour qu'ils la découvrent. Et en 1998, donc 2 ans plus tard, Aline et Franck m'ont confié un texte. Et ça a été le début d'une collaboration qui a duré 20 ans. C'est-à-dire de 1998 à 2018. Il n'y a pas si longtemps que ça. Donc 20 années, au cours desquelles Franck et Aline m'ont envoyé, alors parfois pour un même numéro ou parfois pour des numéros un peu décalés. Alors pour Franck, je crois que c'était à peu près une dizaine de textes, et Aline, j'ai recompté là, tout à l'heure avant de venir, 13. 13 textes en 20 années, sachant que la revue est annuelle. Hein. Donc, elle a participé quasiment à chaque numéro. Et alors, ce qui était fantastique, c'est que... Alors, je vous explique en 2 mots comment fonctionne la revue pour que vous compreniez le fait qu'ils acceptaient ou pas. En fait, c'est une revue thématique. Et donc, j'envoie un appel à communication à un certain nombre d'auteurs au mois de janvier, leur demandant, s'ils sont d'accord, de me retourner leur texte au mois de juin, parce qu'ensuite, moi, il me faut du mois de juin au mois de décembre, eh bien, pour faire les navettes, les relectures, les corrections, maquettes, etc. Enfin, bon, tout le travail un peu solitaire à partir des textes qui me sont confiés. Et donc, en janvier, je leur communiquais, généralement c'était de vive voix, parce que je viens toujours en janvier en France, entre autres pour la revue. Et donc, on se retrouvait souvent en compagnie de Françoise ou en compagnie de Claudine Roméo. Et donc, je leur soumettais la thématique et on commençait déjà à discuter du thème. Et puis, ils étaient d'une telle vivacité intellectuelle que ça y est, ça prenait tout de suite, on discutait à 4, on était souvent 4, et voilà, et les choses démarraient comme ça. Et au fur et à mesure où les années passaient, je sentais de la part à la fois d'Aline et de la part de Franck, je sentais des inquiétudes. Des inquiétudes de ne pas être à la hauteur des textes que j'allais publier. Et j'ai gardé les centaines de mails qu'on s'est échangés, c'est une pile. Ces échanges, c'était souvent ah mais on va pas pouvoir, ou je vais pas pouvoir selon l'interlocuteur, parce que je suis assez mécontent. Et en fait, ils étaient tous les deux, et ça c'était quelque chose d'assez fantastique,
tous les deux au dernier jour de leur existence, un degré d'exigence intellectuelle, mais absolument incroyable. Oui, c'est vrai. Et donc, il fallait parfois les rassurer, parce que moi, je savais que ce qu'ils allaient m'envoyer, de toute manière, c'était top. Il y avait juste une relecture à faire, et puis peut-être qu'il y avait 2-3 échanges téléphoniques, et c'était tout. Le texte qu'ils me confiaient était publiable en l'état. Donc moi, j'ai jamais été inquiet, sachant que quand même, Aline m'a confié son dernier texte, elle avait 93 ans, et Franck Popper en avait 99. Hein. Vous voyez, bon. Et quand j'allais les voir, le dernier que j'ai vu, c'était Franck, puisque Aline, tu te souviens, était hospitalisée à cette époque-là. Tu étais présente, hein, d'ailleurs, cette dernière fois. Et Franck Popper, qui avait 101 ans, à peu près, hein, était toujours d'une vivacité intellectuelle, mais absolument incroyable. Et puis, toujours pareil à lui-même, à parler assez peu de lui, comme Aline. Aline était une femme d'une discrétion, mais incroyable. Elle parlait très peu d'elle, sauf que à certains moments, la conversation pouvait s'engager sur des anecdotes, sur du vécu, etc. Et là, pour moi, c'était fantastique, parce que j'apprenais des anecdotes sur sa vie avec Pierre Estany, j'apprenais des anecdotes sur Yves Klein, j'apprenais des anecdotes sur tel et tel artiste, etc. Malheureusement, je n'ai pas de trace, je n'ai pas de micro. Jamais j'aurais pensé que ça aurait pu être utile. Bref, une très très grande discrétion. Et je m'en étais ouvert d'ailleurs à Françoise plusieurs fois. Avec Franck Popper, leur complicité était tellement énorme qu'elle l'a beaucoup accompagné dans les récits de son existence, qui est une existence, mais alors absolument incroyable. Incroyable. Et donc il y a deux ouvrages qui sont les ouvrages d'entretien entre Aline et Franck. Et je disais à Françoise, juste là, mais c'est quand même hallucinant que personne ne fasse ce même travail, mais pour Aline Dalli. Elle ne voulait pas. Voilà, elle était extrêmement réticente Oui, c'est ça. vis-à-vis de ça. Et quand même, Claudine Roméo, qui était également très très proche d'elle, a réussi à la convaincre de faire un premier volume. Et moi, je tannais Françoise pour qu'elle la convainque d'en faire un deuxième. Et je lui ai proposé, Mais... et Daniel aussi me disait, mais pourquoi? Parce que j'avais fait un livre autour de Franck Popper, et auquel elle a beaucoup participé, je l'ai pas dit à Arnaud, auquel elle a beaucoup participé, puisqu'elle a raconté, vraiment, elle a fait tout le parcours de Franck. Et Daniel me dit, mais enfin, pourquoi tu ne fais pas la même chose sur Aline? Sans compter que moi, c'était beaucoup plus mon domaine que Franck, qui travaillait sur les nouvelles technologies, où j'y connaissais pas grand-chose. Mais elle ne voulait pas. Elle dit, ah non, il n'en est pas question. Elle avait aussi cette peut-être trop grande modestie, cette trop grande... Alors qu'effectivement, moi, j'aurais aimé le faire avec elle, et on aurait fait quelque chose. Mais non, elle ne voulait pas. Voilà. Mais pourtant, je suis sûre qu'elle serait très très heureuse, et qu'elle l'est, parce que bon, moi je crois en la vie après la mort. Je suis sûre qu'elle est très heureuse de tout ce qui est fait ici, et puis de cette amitié, de cette... Alors, je vais juste conclure sur cette exposition et ce catalogue que je n'ai pas encore découvert, parce que je l'ai eu entre les mains tout à l'heure, et donc je ne peux pas vous faire compliment du catalogue, puisque je ne l'ai pas consulté, mais je ne doute pas qu'il est absolument parfait. Hein. Et en revanche, cette exposition, je le disais tout à l'heure à Elena, c'est une très belle exposition. Évidemment, du point de vue des œuvres, du contenu, donc des œuvres exposées, mais aussi par rapport à l'accrochage, par rapport à la scénographie, qui, dans cet espace-là, est vraiment absolument parfait. Il y a des échos, il y a des résonances, il y a des dialogues entre les œuvres et entre les artistes
et je trouve que c'est parfaitement réussi dans cet espace. Voilà, donc pour terminer, voilà, l'un des termes que je pourrais utiliser, peut-être deux termes que je pourrais utiliser pour qualifier le caractère d'Aline Dallier, c'était la discrétion et la rigueur. Oui, tout à fait. Françoise a beaucoup parlé de sa rigueur, et ça c'est évident. Franck, c'était la même chose. C'était vraiment des chercheurs extrêmement rigoureux. Et puis cette discrétion, dire que être devant des personnages comme ça, c'était plus que des personnes, c'était des personnages, aurait pu être extrêmement déstabilisant, mais ils avaient cette faculté de mettre les gens à l'aise et de s'intéresser aux personnes. Moi, quand j'allais les voir, évidemment, on parlait beaucoup d'art, on parlait d'eux, mais on parlait aussi de Françoise, on parlait de Claudine Roméo, de ce que je faisais, pourquoi je le faisais, etc. Et cette disponibilité-là envers les gens, moi j'ai trouvé ça fantastique, parce que malheureusement c'est pas souvent le cas. Hein. Voilà ce que je voulais dire en termes de témoignage. Merci. Montrez-vous sur les teams. Oui, dans les amis très très proches d'Aline, il y avait Claudine Roméo, il y avait Christiane de Casteras, qu'on allait voir ensemble, et puis Dominique, bien sûr. Mais c'est vrai que c'était. Claudine, ça a été vraiment une perte quand Claudine est morte. Ça a été, tous les deux. Hein. Ah oui, oui. Quand Claudine est morte, c'était vraiment. Je voulais savoir, est-ce que Aline a parfois discuté avec vous sur les difficultés qu'elle avait rencontrées avec ses propres recherches ou pour monter des expositions en ce qui concerne la réception du féminisme en France? Parce que bon, elle était tellement engagée entre 1974 à peu près jusqu'au milieu des années 80. Elle a énormément écrit sur les artistes femmes, elle a énormément publié des articles, elle a fait sa thèse, elle a monté des expositions, voilà, surtout la section d'art textile au salon Femini Dialogue à l'UNESCO. Donc j'ai l'impression qu'elle s'est beaucoup battue, mais aussi elle s'est heurtée à beaucoup de résistance. Par exemple, je sais qu'à Paris 8, elle a voulu organiser un colloque sur l'art et le féminisme, et elle voulait inviter des femmes à venir parler d'artistes femmes ou des problématiques par rapport au féminisme dans l'art. Elle voulait aussi faire une publication, donc c'était au début des années 80. Et donc elle a fait toutes les démarches auprès de l'université pour obtenir un financement, et cela n'a pas marché. Et je sais qu'après, chaque fois qu'elle s'est heurtée à ses résistances ou ses refus, ça l'a blessée, je dirais. Elle était très déçue après. Donc est-ce que elle vous a parlé de ces difficultés? Pas trop, hein, elle n'en parlait pas trop. Je crois qu'elle ne voulait pas remuer le couteau dans la plaie. Elle n'en parlait pas trop. Mais c'est vrai que bon, il y a une histoire du poste qu'elle aurait dû avoir, parce que non seulement elle était enseignante, mais en fait, elle faisait toutes les tâches administratives. Elle a dirigé le département. C'est pour ça comme ça qu'elle a pu me recruter. C'est-à-dire, elle dirigeait le département. Elle faisait énormément de choses. Et le poste avait été créé pour elle, et finalement, elle ne l'a pas eu. Alors c'est vrai que dans les arts plastiques, il y a théorie, pratique, il y a des gens qui défendent des théoriciens, il y a des gens qui défendent des praticiens, et qu'on a défendu un praticien à la place d'un théoricien. Mais c'était pas seulement ça, c'est que c'était, en fait, malgré, vous avez vu le dossier était gigantesque, à la fois de sa thèse, et puis sa première thèse, et puis après son travail d'habilitation, mais oui, je crois que c'était pas pris vraiment au sérieux, et c'est pour ça que finalement, ils ont pu imposer un praticien à sa place, non, c'est sûr, mais elle n'en parlait pas. En fait, c'est vrai c'est pas quelqu'un qui se plaignait, hein, c'est pas, donc c'est vrai qu'elle n'en parlait pas, hein. Je sais pas, Dominique, oui, elle n'en parlait pas en fait.
Là, elle a pu vous en parler quand vous lui posiez la question, hein, mais sinon, non, elle n'en parlait pas. Elle préférait parler plutôt de choses heureuses ou de choses positives. Il est vrai, quand je l'ai rencontrée, bon, il fallait que j'insiste un peu pour la rencontrer. Bon, moi, je l'ai rencontrée d'abord à la fin des années 90, quand j'ai fait mes propres recherches. Donc, moi, en étant américaine, j'étais étonnée de découvrir qu'en France, il n'y avait presque rien publié, rien écrit sur les œuvres d'artistes femmes en France. Et même, bon, il existait des groupes et des mouvements d'artistes femmes à Paris dans les années 70. Il y avait très peu de documentation. Il y avait quasiment que les écrits d'Aline Dallier que j'ai trouvés dans les revues. Donc le livre qu'elle a fait avec le long entretien avec Claudine Romeo a été publié en 2009. Mais quand j'ai pu la rencontrer donc, dans les fin des années 90, elle n'avait pas fait de recherche, elle s'est arrêtée donc, au milieu des années 80. Donc moi, quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit « Ah, mais je n'avais rien fait, je n'ai rien fait de plus. On peut se voir, mais tout ce que j'ai dit, tout ce que j'avais à dire, je l'ai déjà dit. » Mais en fait, ce n'était pas tout à fait vrai, oui, parce qu'elle continuait à écrire et à publier des articles. Dans ta revue d'ailleurs. Mais tout en restant très discrète, parce que bon, moi, en tant qu'étudiante, moi, je voulais la rencontrer, mais elle a aussi été sollicitée par l'école des Beaux-Arts, où on organisait un colloque justement sur l'arrêt de féminisme en 94 ou voilà, 90, et elle a refusé de participer. Et même, je crois, pour l'exposition au centre Pompidou, le Elles at Pompidou, elle a été sollicitée, mais elle n'a pas voulu écrire quelque chose ou faire une conférence sous prétexte qu'elle n'avait rien fait de nouveau, elle n'avait rien d'autre à proposer. Donc voilà, mais moi je ne le connais pas assez bien pour pouvoir en dire davantage. Je pense qu'elle avait besoin de travailler avec des gens avec lesquels elle était en confiance. Confiance, c'est ça. Et sinon elle refusait. Oui, avec Dominique, elle se sentait en confiance, donc justement, elle pouvait lui parler de toutes ses peurs, et il la rassurait, mais effectivement, je pense que c'était en fait un excès de modestie. Hein, Je suis juste curieuse, comme je vois, il y a Liliane Camier qui est là, une artiste donc, qui a fait l'œuvre textile, les poches qui sont attachées là. Aline Dallier a écrit un texte sur les lianes et donc elle est due venir chez toi pour un visite d'atelier. Oui, tout à fait, oui. Est-ce que tu as un souvenir de comment ça s'est passé et après comment elle a, à partir de la visite, comment elle a abordé l'écriture sur ton travail? D'abord, comment ça s'est passé? J'abonde totalement dans le sens qu'elle était d'une grande rigueur et en même temps, elle abordait l'artiste avec beaucoup d'ouverture, je dirais. Tout était possible. Elle pouvait entendre. On pouvait montrer, elle pouvait entendre. Donc ça a été... Oui, c'était la première fois que ça m'arrivait. Donc, ça reste un souvenir fort. Comment je l'ai connue, je ne me souviens plus. C'était une période tellement en ébullition, dans les années 78, 19, quelque chose comme ça, où après 68, il y avait un tel... les idées émergeaient beaucoup, enfin il y avait un brassage comme ça Et comment elle a... D'abord j'ai senti que ce que je lui montrais, ça lui plaisait. Ça c'était un accueil formidable. Parce que pour moi c'était très secret encore, ces choses-là. Je ne les avais pas montrées. Je m'imaginais... Enfin je les faisais avec énormément de conviction, en pensant que j'étais là-dedans et que je ne pouvais pas faire autre chose que de faire ça, moyennant quoi, est-ce que c'était montrable? C'était encore différent. Et elle m'a
trouvé que c'était montrable. Et elle m'a beaucoup... elle a étoffé ma conviction avec ce que j'aimais dans sa manière de parler, avec des mots très simples, mais très recherchés. Elle était très pointue dans la recherche de son vocabulaire. Les mots étaient vraiment creusés, si je puis dire, et chargés. Et ça m'a beaucoup... C'était la première fois qu'il y avait une telle écoute de mon travail, donc ça m'a permis de continuer, d'une part. Et puis effectivement, j'ai quitté cette période-là à un certain moment, cette expression-là. Et j'ai abordé vraiment la peinture. Et elle est venue aussi à mon atelier pour des journées portes ouvertes, avec Frank Popper, qui était très discret, qui s'est installé dans l'atelier. Et on a discuté beaucoup avec Aline de ma démarche. Elle m'encourageait beaucoup. Là aussi, c'était pour moi un grand saut de passer à ce travail sur le textile et ensuite reprendre les outils, le pinceau, les supports, là, et puis utiliser à la toile différemment. Et je ne sais pas si je réponds à ta question. Est-ce que tu veux dire deux mots sur la pièce, sur les poches Sur les poches, oui. Alors c'est une période. J'ai fait les beaux-arts. Ensuite, j'ai fait les arts décoratifs. Et donc j'avais un background, et l'histoire de l'art comptait beaucoup. Et en même temps, dans cette évolution de mes études, j'avais une vie de femme, j'étais mariée, j'avais un bébé. Et moyennant quoi, la maternité a représenté pour moi un tel bouleversement que je ne pouvais plus aborder l'histoire de l'art comme je l'abordais auparavant. Et pour moi, je suis retournée vers le travail de la couture, quoi, le travail traditionnel des femmes, en me disant, c'est certainement avec ce chemin-là que je vais m'y retrouver, quoi. Et c'est ça c'est là où je suis très reconnaissante à Aline, parce que en même temps, je faisais des paris, des paris sur l'avenir, j'en savais trop rien, finalement. Et elle me disait, oui, continue, oui, ça peut être un chemin, quoi. Ça peut être un chemin. Et sur ce chemin, elle a mis des mots de ma vie quotidienne. Elle le dit très bien dans son article. Et quand j'ai commencé vraiment à peindre, elle n'a plus écrit sur mon travail. Mais là, j'ai rencontré Diana, j'ai rencontré Fabienne Dumont. Et j'ai toujours pensé qu'elle venait grâce à Aline. Je veux dire, c'était... Oui, c'est une continuité. Oui, c'est ça. C'était... Oui, voilà, oui, c'est ça. Et oui, elle a été un appui pour moi. Elle a été un appui. Oui, c'est pour souligner que Aline Dallier, elle cherchait, elle aidait les artistes à valoriser ces pratiques qui s'enracinent en fait dans leur expérience de vie de femme et dans la vie quotidienne. Le fait que, voilà, c'est elle qui a écrit, ou peut-être toi tu l'as dit, que comme tu faisais des vêtements pour tes enfants, pourquoi pas intégrer donc tout ça, la couture ou les fragments de la vie quotidienne dans la pratique de l'œuvre. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, elle avait bien compris, comme elle dit, le temps parcellé. Je veux dire, et ça, je trouve ça une très belle formule. Moi, ma formule à moi, c'était le temps fragmenté, parce que je le vivais comme ça. Et j'avais une idée, elle m'a sorti de la tête, mais oui, voilà. C'était à propos de ce que tu disais. Une idée m'était venue et voilà.
sa façon de dire les choses qui était c'est son regard. Le regard qu'elle a porté sur ce travail fait à cette époque-là a fait que moi-même je l'ai pris vraiment très au sérieux. Et que maintenant, c'est parce que en fait, c'était ça qui était difficile. C'est prendre au sérieux son propre travail. Parce que, quelque part, ça tient de l'anecdote, puis tout d'un coup, ça devient important. L'histoire se raconte sur l'anecdote. Et là, mais on peut le lire en littérature, puis tout d'un coup on s'aperçoit que c'est vrai dans son propre vécu, c'est ça qui est assez étonnant. Est-ce que je peux me permettre une question? Oh oui, oui, oui. Oui. Les textes qu'elle a écrits sur vous et sur votre travail, Oui. c'était dans la perspective de textes de catalogue, de textes, c'était dans quel projet? Oui, c'était pour la revue Regard sur l'image, là où j'ai... Et ce ne sont pas les poches là qui ont été reproduites, ça a été des dessins que je faisais à cette époque-là sur les fibres. Je dessinais beaucoup les fibres et je cherchais un support. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des Catherine, remarques ou des... Catherine, qui est justement critiqueur de la génération de bien après. Non, je suis tellement admirative. Je suis trop admirative pour dire quelque chose. J'ai une petite question. Donc, vous accrochez, je crois. En fait, moi, je ne connaissais pas, mais j'ai bien compris la modestie et discrétion de Aline Dallier. Mais c'est peut-être dommage qu'elle n'ait pas parlé de la difficulté qu'elle a dû rencontrer concernant des présentations des femmes artistes, parce que peut-être ça a donné l'ouverture de la suite pour que les femmes puissent se manifester. Non, enfin, je ne sais pas. Oui, en fait, quelque chose qui est assez étonnant, c'est que Aline, quand elle était professeure, elle a donné un cours sur la place des femmes dans l'histoire de l'art. Elle faisait venir les artistes. Et elle faisait venir des artistes Elle a et sûrement- leurs œuvres. Et oui, elle fait beaucoup d'efforts pour faire connaître, ça c'est sûr. Oui, oui, oui. Mais Mais même au milieu des années 80, je ne sais plus exactement quelle année, elle a arrêté de donner des cours sur les femmes parce qu'elle avait constaté que de plus en plus de femmes déjà arrivaient dans le milieu de l'art et peut-être qu'il n'y avait plus vraiment de problème. Et aussi, il y avait beaucoup d'étudiantes. En fait, il y avait plus de femmes sur les bancs de l'université et surtout dans ses cours que d'hommes. Alors elle s'est dit, c'est bon, les objectifs ont été atteints, ce n'est plus le même d'en parler. Mais moi je dirais que ça doit être tout le contraire, parce que s'il y a toutes ces jeunes femmes qui viennent à l'université, justement, il faut leur parler de leur histoire. Oui, bien sûr. Donc, est-ce que ça c'est quelque chose dont elle a parlé avec vous? Le fait que, pourquoi est-ce qu'elle a parlé de pourquoi elle a arrêté de donner des cours sur les femmes? Et je sais aussi qu'elle s'est intéressée à la psychanalyse, puis elle a fait une analyse. Donc, est-ce que, elle a arrêté une chose et puis elle a Donc, commencé peut-être elle l'autre? avait aussi envie de peut-être un peu d'éclectisme, parce qu'effectivement, par exemple, pour les numéros de Dominique, elle a eu envie de parler de Dubuffet, Yves Klein, etc. Donc je crois qu'elle avait aussi envie de parler aussi d'autres aspects. Et effectivement, avec peut-être ce regard psychanalytique qui était toujours discret, mais présent. Oui, c'est ça. En fait, l'un des intérêts d'Aline Dallier, c'est qu'elle a toujours refusé d'être enfermée dans une sorte de représentation. Certes, elle s'est beaucoup intéressée aux femmes, au féminisme, à l'art des femmes, etc. Mais elle l'a dit, elle l'a écrit,
qu'elle ne voulait pas devenir la critique des femmes féministes. C'était pas son Et ne propos. pas catégoriser. Voilà, c'est ça. Donc elle était toujours soucieuse de ne pas se laisser enfermer dans, voilà, dans un personnage. Et donc, alors, je sais qu'elle a écrit sur un certain nombre d'hommes artistes, entre autres dans ma revue, et toujours avec cette même implication, ce même engagement, cette même passion. Elle en a connu tellement des artistes au cours de son existence, qu'ils soient femmes ou hommes, qu'elle pouvait effectivement parler de tout le monde. Et je me souviens d'un texte que j'ai publié d'elle, où elle raconte les premières performances animées, orchestrées par Yves Klein, parce qu'elle était présente, elle était là. Hein. Donc ce qui était fantastique chez elle, c'est que c'est ce que j'appellerais une sorte de critique d'art appliquée, en ce sens que elle écrivait sur ce qu'elle connaissait, sur ce qu'elle avait vécu en termes d'expérience par les artistes qu'elle côtoyait. Donc à la fois une critique d'art engagée et en lien direct avec le réel et l'existence et la vie des gens. Et son parcours psychanalytique, dont elle parlait de temps à autre, était très très important parce que cela lui donnait une certaine approche et des œuvres et des artistes que n'ont pas un certain nombre d'autres critiques. Et ça faisait aussi une singularité, une sorte de signature. Elle avait à la fois cet intérêt sociologique, esthétique, mais également psychanalytique, aller chercher dans la psychologie, dans la vie, etc. Et ce qui fait que sa critique était vraiment singulière. Elle était incomparable. Oui, d'où son intérêt pour l'art brut aussi. Oui, tout à fait. Voilà, à la fois chez les femmes, mais aussi chez les hommes. Mais toujours dans un langage abordable. Toujours. Oui, toujours très simple. Sans des termes, Voilà, sans voilà. le jargon de la psychanalyse ou même de l'art contemporain. Oui, Utiliser ça, jamais. un langage accessible à Oui, tout le toujours. monde. Toujours très simple. Peut-être une remarque, peut-être que aussi justement la difficulté dont vous parliez qu'elle avait éprouvée, elle pouvait plus se ressentir dans un autre ordre d'écriture que le travail d'historienne critique d'art, de quelque chose de l'ordre de plus privé. Et on voit dans la correspondance avec Christiane de Casteras, on voit bien les problèmes qui surgissaient et puis les failles. Enfin, il y a un individu complètement vivant là-dedans. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah oui, toi, tu as bien connu ça, Arlette, moi aussi, sur un autre plan. C'est vrai que les mails, des longs mails. C'était tout le contraire du SMS, vous voyez. Peut-être qu'il y aura un travail à faire de publication là aussi. Non, c'est parce que c'était vraiment du privé, personnel, ce sont hein, vraiment oui, des c'est ça. discussions privées C'est ça. qu'il ne faut pas dévoiler. Je veux dire, ce serait une traîtrise. C'est ça, Surtout non, tout pas à faire fait, ça. tout à fait, non, c'était pas... Mais c'est vrai que... Je ne sais pas si c'est intéressant ou pas, mais on a quelques enregistrements de la voix d'Aline. C'est bien, oui. Alors, est-ce que... parfois, c'est pas toujours très clair. Bon, ce sont des vieilles cassettes audio qu'on a numérisées. Il est magnifique cet entretien. Hein. Comment? Il est magnifique cet entretien que vous avez mené. Hein. Il est très très intéressant, vraiment. Merci. Donc, il est retranscrit intégralement. C'est parce qu'il était à ce moment-là le plus nombreux totalement, mais le plus abondant. C'est ça. C'est qu'une majorité d'artistes femmes, américaines et européennes, travaillaient déjà. Il y avait déjà une majorité, il y avait déjà un grand nombre d'artistes à travailler sur ce matériau textile. En plus, alors quelque chose de très important, c'est que j'avais donc une formation sociologique et histoire de l'art, mais sociologie également, sociologie de l'art, sociologie de la culture. En plus, il m'est apparu que la couture et les travaux de textile
ça n'avait évidemment rien à voir avec du biologique, mais avec une expérience socio-historique des femmes sur le matériau textile, qui ont été, par tradition, je ne dis pas que ça doit continuer, d'ailleurs ça ne continue pas, d'ailleurs pour ainsi dire, c'est pour ainsi dire terminé. Les femmes qui travaillent avec les femmes, c'est pour ainsi dire terminé, le textile là c'est terminé. Mais à l'époque, c'était quand même une recherche de culture de femmes, entendons-nous, culture historique, pas culture à venir. Et que, en plus, c'était un moyen. Ce qu'on retrouvait dans ce travail d'art, c'était une problématique de type purement sociologique, qui est la division, un concept même, qui est la division du travail entre les hommes et les femmes. On la retrouvait là, imagée dans l'art, et problématisée aussi dans l'art. Ça veut dire qu'on pouvait en faire, que les artistes pouvaient en faire ce qu'ils voulaient. C'était de la critique, critiquer cette expérience des femmes sur le matériau textile, le matériau, en fait, du travail domestique par excellence, travail justement issu de la division du travail, qui n'est pas une qualité en soi. Hein. Et elle pouvait aussi en regarder les aspects positifs, car il y a aussi des aspects positifs, y compris dans les travails domestiques. De temps pour qu'on commence à comprendre à quel point il fallait l'inscrire en fait aussi cette histoire dans une autre histoire, enfin dans une histoire de la place des femmes, de leur enseignement, etc. Et voilà, mais sans ça, on peut pas commencer le fil. Et je trouve que c'est ça qu'il faut, enfin cette importance des femmes qui ont été je veux dire, des phares ou qui nous ont permis d'un coup de comprendre ce qui se passait en fait. Et quand nous on a travaillé, Aline Dallier, pour nous c'était ça. C'était quelqu'un qui avait mis des focus sur quelque chose et il fallait essayer de comprendre en fait comment ça s'était en fait fait. Et puis comprendre aussi la lutte de la visibilité en fait. Parce que par exemple, enfin, ce qui me touche beaucoup, l'Union des femmes peintres et sculpteurs et la lutte qu'elles ont fait pour l'accès à l'école des beaux-arts, etc. C'est une vraie lutte, c'est la première grande lutte des artistes femmes, et où en fait elles se rendent compte qu'elles sont suffisamment nombreuses pour faire un vrai mouvement en fait. Et c'est cette prise de conscience qui est complètement liée en fait à une histoire du féminisme. Dès le 19e siècle, puisque l'Union des femmes peintres, c'est 1880. Donc c'est une prise de conscience aussi d'un coup qu'elles sont plus nombreuses. Et donc elles vont pouvoir réclamer l'enseignement, qu'elles vont pouvoir... c'est autre chose en fait. Voilà, c'est deux moments. Enfin, il y a la position de l'artiste et il y a la position de... On est suffisamment nombreuses pour pouvoir exister en tant que professionnels, artistes professionnels, et pouvoir avoir des droits à l'enseignement, etc. Pour moi, c'est... Voilà. L'ambiguïté, ça va être toujours ça. Comment se situer par rapport à ça? Et c'est la question que pose en fait Aline Dallier en disant je ne suis pas une défenseur. Parce qu'elle veut les mettre dans la catégorie artiste. Oui, voilà, oui, aussi. Et c'est toute l'ambiguïté de dès qu'on se met nous à écrire là-dessus, ou dès qu'il y a une exposition de femmes artistes qui va commencer à les montrer, c'est-à-dire que du coup, ben oui, on est obligé de le faire en les catégorisant. Et c'est vrai que c'est compliqué. Oui, il faut le justifier. Pourquoi est-ce qu'on montre que des femmes? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas des hommes aussi? Mais une expo où il n'y a que des hommes, il n'y a pas de problème. Par exemple, les expositions, elles font l'abstraction. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il y avait beaucoup de noms de femmes que je ne connaissais pas. Oui, aussi. Et ça, c'est étonnant quand même. On aurait connu quasiment tous les noms. Oui, mais c'est aussi, s'il y a une exposition en effet de 10 peintres hommes, on ne dit pas l'exposition de 10 peintres masculins. Alors que voilà, ça c'est une vraie question qui se pose pour les femmes artistes en fait. Pour elles, quand elles veulent, on regarde leur travail. Il me semble qu'on est arrivé à un moment quand même où il faudrait toucher le grand public.
et que donc tout ce travail qui a été fait au 19e, au 20e, et les pionnières dont on parle, en fait, je pense quand même que là, il faudrait faire comme on a fait pour les arts dits premiers. Je me souviens quand Picasso a fait les Demoiselles d'Avignon inspirées de l'art africain, c'était une bombe. Mais maintenant, il y a un musée des arts africains et des arts premiers, ou en fait toutes sortes. Les pays africains réclament les œuvres qui ont été indûment acquises. Donc c'est rentré dans l'histoire de l'art. Il y a encore énormément de travail à faire, mais je pense qu'on peut comparer la position des femmes à celle, par exemple, des arts qui n'étaient pas artistiques il y a encore un siècle. C'est pourquoi je réunis des œuvres d'artistes femmes, j'en ai plusieurs centaines, du XVIIe au XXIe siècle, et je voudrais, il y a un musée des artistes femmes à Washington, je crois, mais c'est une entreprise privée, et je voudrais essayer de convaincre une ville, un département, enfin quoi que ce soit, de créer un musée des artistes femmes. Je suis prête à donner la collection que j'ai réunie, la documentation que j'ai réunie. J'ai fait des études d'histoire de l'art, je suis artiste moi-même, et donc je pense qu'il faut créer quelque chose de spécifique qui n'est pas un refus de rentrer dans le cirque, mais qui est la possibilité de faire des recherches spécifiques sur les artistes femmes. Alors, quand je parle de cela, tout le monde est enthousiaste, formidable, hein, mais quand il s'agit de le mettre en place, des musées, il y en a assez. Bon, on ne peut pas prendre en charge une chose pareille. Enfin, bon, ça n'avance pas, quoi. Ça fait quand même plus de 10 ans que j'essaye de trouver un point de chute. Et je suis étonnée, quand je m'adresse à des musées, ils sont tout à fait d'accord pour prendre les œuvres, les incorporer à ce qui existe déjà, mais pas à faire quelque chose de spécifique. Or, je pense que c'est par là qu'on touchera le grand public. Voilà. Dis donc, c'est peut-être l'occasion d'écouter la dernière citation d'Aline sur l'apport du féminisme en France. Ça revient un peu au problème, la différence entre le féminisme, ça revient au problème ici. Il a toujours posé un problème. Même il y a des gens qui n'ont même pas prononcé le mot. Oui, le mot est même gênant, certaines fois. C'est vrai. Enfin, peut-être plus maintenant, et encore. Même maintenant. Oui, et puis personne ne s'y intéressait. On avait beaucoup de mépris pour le féminisme action, le féminisme mouvement. Ça n'intéressait personne, hein, je le dis franchement. Oui, donc vous avez longuement analysé ces différences dans vos têtes. Est-ce que, bon, juste pour mon entretien, est-ce que vous pouvez me dire un petit peu pourquoi on a autant de mal avec le féminisme? D'abord, c'est un pays latin. Hein? C'est pas la même chose que les anglo-saxons, les Amériques, où depuis beaucoup plus longtemps, il existe des femmes actives, professionnalisées. Et puis, dans un pays latin, vous avez tout le temps la tradition de la courtoisie, de la galanterie, à laquelle tradition tout le monde tient, y compris encore certaines femmes. Et que j'ai un article là-dedans sur le féminisme en France, que j'ai fait pour le musée du Canada. Oui, en France, il n'y a pas de féminisme, il y en a le minimum, quoi.
faut rester à sa place, hein, parce que les féministes, c'est pas bien vu. Il y avait aussi des préjugés. Oui, c'est vu comme anti-homme, mais en fait, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est vu comme anti-homme. Les féministes sont vus comme des grosses matrones qui n'ont pas de charme, qui sont mal habillées, qui sont mal baisées, enfin tout ça, peut-être qu'il y a quand même un peu d'amélioration. Bon, il y a surtout de l'amélioration depuis qu'une femme politique, comme Ségolène Royal, s'est quand même présentée comme plus ou moins féministe. Tout en disant jamais vraiment, mais quand même. Alors que c'est une belle femme, et que pour un peu, elle allait nous faire passer parmi les premiers pays à avoir une femme présidente de la République. Il y a eu un petit regain de, quand même, on pouvait quand même un peu plus parler de féminisme. Mais quand même, n'oubliez pas que c'est un pays latin. Et puis c'est un petit pays. Je veux dire qu'ici, le monde de l'art est petit, enfin, en taille, je veux dire. Si vous vous excluez encore en tant, si vous faites encore bande à part en tant que féministe, alors vous êtes complètement éloigné. C'est parce que le masculin, c'est le général, et le féminin, c'est différent. Et si on se dit. Si vous faites encore une bande à part, vous n'êtes plus du tout dans rien. Oui. Tandis qu'en Amérique, ne serait-ce qu'à New York, tout ça est beaucoup plus vaste, beaucoup plus disséminé. Vous n'êtes pas dans un petit monde de l'art comme ça qui se résume à quelques galeries et des musées, c'est beaucoup plus vaste. Et puis le mouvement féministe en Amérique a toujours été beaucoup plus fort.